Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Pour te donner une idée, moi je jouais 15 tables en même temps en fait. On avait quand même tous cette peur, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va trouver un job en fait? Cet épisode est la première partie d'un enregistrement effectué en juin 2025. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Calisti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romuald Normand. Salut Romuald, comment tu vas? Salut Nankeda, merci beaucoup pour l'invitation, ça va super. Bah écoute, avec plaisir. Alors Romuald, tu es à la fois automaticien, formateur et podcasteur au sein de SSID et ton podcast, s'appelle QG Qualité. Tu étais auparavant journaliste et joueur professionnel de poker. On a déjà eu l'occasion de se retrouver tous les deux dans la même situation, devant deux micros pour le podcast que tu animes. Et j'avais envie à mon tour de t'avoir dans le podcast pour parler de ton parcours et puis comprendre surtout comment on passe du poker à la qualité. Bon, ça raccourcit, évidemment, on va rentrer dans le détail. Et pour nos auditeurs et auditrices, écoutez jusqu'au bout. Je pense honnêtement que ça va être hyper intéressant. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de tes débuts jusqu'à ton rôle actuel dans la qualité? Ouais, alors rapidement, au départ je suis journaliste, comme tu l'as dit. J'ai fait une des 9 écoles, une à Paris qui s'appelle l'Institut pratique du journalisme, Paris 9, en contrat d'alternance à l'époque. Et j'ai travaillé pendant ces 2 années d'apprentissage dans un journal du groupe France Antilles. C'est le journal du Havre, le Havre Libre, le Havre Presse. Et une fois ma formation terminée, pendant 6 mois, j'ai eu un CDD. Et puis, au bout de ces 6 mois, on m'a proposé de partir sur l'île de la Réunion pour y exercer mon métier dans un journal dont le groupe appartenait au même groupe de presse que celui dans lequel j'avais fait mon apprentissage. Okay. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. C'était oui, la Réunion. Et c'est un peu la France sous les tropiques, donc Bah oui. je me suis beaucoup plu là-bas. J'y suis resté pendant 8 excellentes années. Et là-bas, donc, j'ai travaillé dans la rubrique des faits divers pour le journal de l'île de la Réunion. Donc c'était assez intéressant. Les gens étaient ultra chaleureux, très accueillants. Et il y avait une grosse compétition à l'époque parce que, bon, c'est plus du tout le cas malheureusement aujourd'hui, mais il y avait 2 journaux, il y avait plusieurs radios et il y avait plusieurs télévisions. Et c'était un peu la course au scoop, quoi. Et sur cette toute petite île, c'était assez intéressant en termes de challenge professionnel, quoi. Parce qu'il fallait toujours être le premier à avoir les infos, etc. Du coup, j'ai appris à me développer un réseau professionnel de contacts avec des gens de la justice, des membres des forces de l'ordre, etc. Et c'est quelque chose qui a pris du temps, mais une fois qu'on est bien installé, c'est plutôt sympa qu'on nous prévienne dès qu'il se passe quelque chose. Et j'ai fait ça pendant 6 ans dans ce journal. Et au bout des 6 ans, on m'a proposé de travailler en télé, en fait. Du coup, Okay. cette fois, j'avais plus seulement mon bloc-notes et mon appareil photo. J'avais surtout une caméra. Et moi, j'avais jamais travaillé en télé. Donc, ça a été intéressant. Mais c'est pas quelque chose qui a duré très longtemps. Ça a duré 1 an et demi. Et ensuite, j'ai décidé de rentrer en métropole, donc en Normandie, dans ma région natale. Et là, j'ai pas trouvé de travail en fait. Le journalisme, c'est très compliqué quand je rentre de la Réunion à l'époque. Ouais. Et je te parle de ça, c'est en 2012 en fait, pour situer un petit peu les choses.
D'accord. Donc en 2012, le marché commence à être compliqué. Il y a toujours autant de journalistes qui sont formés dans les écoles, donc il y a toujours des gens qui arrivent sur le marché du travail. Et en parallèle de ça, Internet commence à bousculer un peu les codes de la presse écrite, dans le sens où il commence à prendre des parts de marché au niveau des recettes publicitaires. Donc en gros, pour chaque offre d'emploi, il y a 200 candidats. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans à La Réunion, donc très très loin des décideurs en métropole. Oui. Du coup, je reviens là-bas. J'ai plus vraiment de réseau à part mes anciens camarades de mon école, mais Oui. ils sont pas tous restés dans la profession, donc c'est assez dur. Et concrètement, je trouve pas de job, quoi. Et donc, j'avais découvert en mode amateur le poker, en fait, à La Réunion. C'est la grande époque d'une émission sur Canal+, où Patrick Bruel nous présente le World Poker Tour à l'époque. Et on s'est, avec une bande d'amis, beaucoup pris au jeu directement. Donc on a commencé à organiser des parties entre amis. Et une fois que je suis rentré en métropole, j'avais cette petite micro-activité à côté en parallèle de mes recherches d'emploi. Et en fait, au fil du temps, ça s'est fait vraiment progressivement. J'ai commencé à vouloir travailler mon jeu, à m'améliorer, à professionnaliser un petit peu tout ça. J'ai même pris des cours auprès de coachs pour voir un petit peu comment je pouvais m'améliorer, etc. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire une activité, en fait. Ça a duré quand même quelques années, avec ses hauts et ses bas. Le poker, c'est très compétitif. C'est très difficile. En gros, c'est des probabilités hein, pour savoir à peu près euh, quel pourcentage de temps, quel pourcentage de chance on a pour récupérer telle ou telle carte dans le paquet. C'est des calculs. Donc, des calculs, on appelle ça 2V, c'est l'espérance de gain. Et donc, tout ça, ça s'apprend. C'est pas des règles mathématiques très complexes, mais il faut les connaître. Et du coup, il y a une phase d'apprentissage quand même certaine. Et ensuite, il y a aussi un volume de jeu à avoir. Quand on commence à se professionnaliser, on est un peu obligé de jouer, pas tous les jours, mais presque, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, en fait. Où j'en faisais un peu un métier. Et au bout des 5 ans, Heu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé, la partie mentale de mon jeu. C'est pour t'expliquer, j'avais des problèmes de gestion des émotions aux tables. En gros, il y a des moments, au poker, tu as, un cycle de jeu haussier, un peu comme, dans le trading, on pourrait faire une analogie, où, un cycle de bourse va, monter, Oui. et quelques mois ou quelques jours après ou parfois quelques heures après, il va descendre. Mmh. Et pendant ces phases, haussières, évidemment, au poker, on va plutôt être satisfait, mais c'est vraiment, des cycles. On appelle ça la variance, c'est un peu la modélisation mathématique du hasard. Et donc on va avoir des cycles de variance positives et des cycles de variance négatives. Et pendant les cycles de variance positive, on va parfois avoir un biais de surconfiance dans notre jeu, parce on va s'imaginer un peu meilleur que la moyenne, alors que notre jeu n'est pas forcément devenu meilleur comme ça, simplement parce qu'on est en train de gagner un peu plus, quoi. OK. Et de la même manière, pendant les cycles descendants, là c'est très, très, très dur. C'est que parfois on va être pendant toute une semaine, on va faire que du négatif quasiment pendant 7 jours consécutifs, quoi. Et donc ça, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Ouais, j'imagine. C'est vraiment un roller coaster et c'est très difficile à gérer. Et donc vers la fin de mon activité de poker, j'ai un ami qui était professionnel aussi, qui m'a proposé d'entrer dans une formation sur le mental, vraiment sur la partie mentale du jeu, un peu comme le font aujourd'hui, mais tu vois, les sportifs de haut niveau, Oui. ils sont des coachs mentaux pour gérer leur performance, pour arriver et être dans la zone dès qu'ils démarrent un match, des choses comme ça.
c'est aujourd'hui très démocratisé dans le sport de haut niveau, mais comme le poker, ça fait quand même appel à des compétences intellectuelles et mentales, faut vraiment être solide. Faut pas laisser ses émotions guider notre jeu. Bah, j'ai décidé de le faire. J'ai fait ça avec un super coach qui a coaché. Bah, aujourd'hui, ça doit être au moins des centaines de joueurs professionnels, donc des gens vraiment qui jouent à des limites auxquelles je ne jouais pas du tout, hein, qui étaient bien plus haut que moi. Mais moi, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, ça m'a permis aussi de tirer tout un peu le bilan de cette activité et de conclure également que bah, j'étais quand même capable de gagner à ce jeu, alors qu'il y a 10% seulement des personnes qui jouent au poker en ligne qui sont des joueurs gagnants. Et que c'était quand même un accomplissement dont je pouvais être fier. Et en travaillant toute la partie mentale, il y a un peu une phase d'introspection sur bah, à l'origine, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, etc. Est-ce qu'il n'est pas trop tard Donc en fait, on réfléchit à plein de choses, en plus d'exercices que le coach nous donne. Et moi, je suis reparti sur mes désirs un peu de bachelier, où j'ai renoncé à faire de l'informatique alors que c'était vraiment une grande passion à l'époque. Et donc, au bout de ces 5 années de poker, où au final, la façon dont je gérais les émotions d'une part me disait que ça va être quand même compliqué si au niveau auquel j'étais, j'ai du mal à gérer mes émotions avec les swings. Si je monte encore de limites, c'est-à-dire si je joue à des tables plus chères, les swings vont être encore plus importants. Pour te donner un ordre d'idée, il m'est arrivé de perdre 1000 euros en 2 jours. Donc, C'est pas agréable. Ouais. ouais, c'est quand même très difficile à vivre en fait. Et paradoxalement, ça m'est arrivé aussi de gagner 500 euros en 1 heure de jeu. Ouais. J'avais même photographié le graphe à l'époque, tellement j'étais fou de joie en fait. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment tout le temps comme ça. Euh, et donc, ça m'a quand même conduit à la conclusion que il y a peu de chances que je puisse vraiment supporter ça, comme mon ami joueur de poker pro qui m'avait conseillé la formation. Lui, il a vraiment un tempérament, j'aime bien dire, de reptile, quoi. C'est une personne à sang-froid Mhm. et du coup, niveau gestion des émotions, il ne va jamais dévier de son jeu et de son plan de jeu, en fait. Ok. Alors que moi, je vais faire des déréglages dont je vais pas forcément m'apercevoir au fil du temps, quoi. Et donc, tout ça pour en arriver à bah, j'envisageais de me reconvertir et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai cherché des formations pour bah, me lancer dans l'informatique à 40 ans. Donc ça, c'était en 2018. Et j'ai trouvé un dispositif que je pense que tu connais. C'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Et donc, je suis rentré en contact avec Pôle emploi. J'ai passé des tests. Je me suis préparé un petit peu au départ aussi pour apprendre un petit peu sur Open Classroom. Qu'est-ce qu'un site web, comment ça marche, un peu quelques langages informatiques, HTML, CSS pour le web notamment, pour un peu entrer dans le sujet. Mhm. Ensuite, j'ai candidaté à la préparation opérationnelle à l'emploi et j'ai été pris pour une formation en Java, donc développeur Java. J'ai fait ça pendant 3 mois et demi, avec 1 mois et demi, 2 mois de préparation au départ avec l'AFPA. Donc en fait, Ok. il y a deux dispositifs en un. Et donc au total, ça a fait 5 mois avec le même groupe de camarades. On était une quinzaine. Tu connais la chanson. Donc on va apprendre vraiment l'algorithmie au départ. On va apprendre tout un tas de technologies au fil du temps. Et ça va très vite. On passe vraiment d'une techno à une autre. Mhm. Donc d'un langage orienté back à un langage orienté front, on va apprendre le SQL, donc la base de données, et tout ça se termine avec un projet fil rouge qu'on a eu à faire pendant toute la formation. Et moi, à l'occasion de ce projet fil rouge, j'ai essayé de faire avec mes camarades un projet d'application mobile Android
OK. où on faisait de la reconnaissance de visage. Voilà. On l'avait baptisé Fazam pour repomper un peu le Shazam. Ça faisait le Shazam des photos, quoi. Et l'idée était rigolote et on s'est éclaté à faire ça. Et en plus, on a réussi à le faire marcher. Voilà, ça a été le début de la carrière dans l'informatique. Et donc ensuite, je suis parti dans une ESN, donc une ESN qui s'appelait à l'époque GFI, qui a été rebaptisée aujourd'hui Inetum. Et donc l'intégration s'est très bien passée alors que j'étais junior. Ils m'ont mis sur un projet un peu ancien chez un client qui s'appelle AG2R La Mondiale. Et donc j'ai appris le métier de développeur là-bas. J'y suis resté un peu plus de 2 ans. J'ai traversé aussi la Covid à cette période-là, ce qui était pas facile parce que d'un coup, on a les collègues autour de soi et on se retrouve tous en télétravail. De la même manière pour le côté travail justement, bah, on peut plus demander à son voisin un coup de main, donc on se débrouille. Je trouve que j'ai eu j'ai eu cette occasion grâce à la Covid, moi, de monter un peu plus en compétence, de creuser vraiment la partie tech un peu plus parce que du coup, on était presque un peu livré à nous-mêmes, quoi. Donc Oui. les projets, il fallait Obligé de chercher. ouais, ouais, Mmh. on cherchait vraiment par soi-même beaucoup plus. Donc ça a été super chouette, une belle expérience. Et au bout de ces 2 ans et demi, bah voilà, je suis parti de cette ESN pour une autre, où ça s'est aussi super bien passé. Là, c'est la première fois que je tombe dans la qualité logicielle. C'est un peu par hasard, pour t'expliquer. Au départ, ils me trouvent pas de mission. Parfois, le marché, il a des hauts, il a des bas. Comme actuellement, on est dans une phase qui est pas ouf, tu connais. Donc, on était dans une période un peu similaire et par contre, ils avaient une mission d'automatisation. Donc ils m'ont dit, «Écoute, tu fait du dev, ça devrait être assez simple pour toi». Mais moi, j'avais jamais fait ça. Et donc, chez un client du crédit belge, donc à Bruxelles, j'ai monté un petit framework d'automatisation quasiment de A à Z avec l'aide d'un collègue là-bas, mais qui m'a juste vraiment donné les guidelines. Et ensuite, bah, je m'y suis mis, je me suis auto-formé dans mon coin et j'ai trouvé ça magique, l'automatisation. Enfin, t'appuies sur un bouton, t'as ton scénario de test qui déroule comme si c'était un humain qui faisait les actions à ta place. J'ai été vraiment séduit par cette partie-là. Et donc, euh, quand j'ai quitté cette entreprise, j'ai été sollicité par SSID, qui cherchait donc un automaticien et ça a matché en fait. On s'est super bien entendu. Donc SSID, ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis là-bas. Mmh. Et quand je suis arrivé chez eux, ça a été très, très, très rapide. Ils m'ont demandé si j'avais l'ISTQB, je leur ai dit non. Je l'ai passé 2 semaines après mon arrivée chez SSID. Ils m'ont demandé si je voulais faire des formations, donc donner des formations, moi, en tant que formateur. J'aurais dit, bah, si vous me donnez les supports et si j'ai un peu le temps de préparer, pas de problème. Et donc j'ai donné ma première formation, je me rappelle bien, parce que je l'ai fait un peu par accident, c'était pas du tout prévu. J'ai dû remplacer au pied levé un collègue dont la femme était en train d'accoucher. Donc il était bah, obligé de quitter la formation et c'est moi qui ai repris le flambeau. Et donc bah, j'ai adoré aussi faire ça. Et pendant la formation que j'ai donnée, j'ai trouvé ma première mission et je suis rentré chez Decathlon. Et donc ça fait depuis un peu plus de 2 ans là, maintenant. Ça doit faire 2 ans et 1 mois que je suis chez Decathlon en tant que quality engineer. Donc j'automatise du mobile, donc en Kotlin. Voilà. En plus de cette mission donc bah, d'automaticien, j'ai eu le projet de monter un podcast sur la qualité logicielle. J'ai fait un peu le même constat que toi, qui t'a fait créer Calisti en fait, où je me suis dit que par rapport à la communauté des développeurs que je connaissais, à laquelle j'avais participé, bah, je trouvais que dans la qualité, à part la JFTL une fois par an et la taverne du testeur de Marc, bah, il y avait peu de moyens
de faire de la veille et d'apprendre un peu des outils, des bonnes pratiques, des personnes qui font la qualité au quotidien. Et donc, j'ai proposé le projet à SSID, qui, à ma grande surprise, a carrément été super enthousiaste et qui m'a carrément monté un studio que tu connais. Et ça fait maintenant, on boucle là la première saison dans quelques jours. Donc, et on rempile l'année prochaine pour une saison 2. Ouais, super. Trop bien. Ok, ok, très bien. Bah, écoute, ça fait un beau parcours atypique pour le coup. Oui, Même si dans la qualité, on a des parcours atypiques, mais c'est vrai que pour le coup, le tien se différencie énormément des différents parcours qu'on peut croiser, quoi. Donc, merci pour cette présentation. Alors, je vais juste revenir sur ce que tu as dit. Donc, au départ, en fait, tu te prédestinais à être développeur quand tu as entamé ta reconversion. ouais, tout à fait. Et c'est en tombant sur une mission d'automaticien que j'ai trouvé la qualité logicielle encore plus intéressante pour moi. Euh, Pourquoi? Bah, déjà, parce que il y avait quand même un gap par rapport à tous les développeurs de mon entourage qui avaient fait une école d'ingénieur. Ok. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais on Tout à sent fait. quand même la diff entre des personnes qui ont fait une reconversion en 3 mois, ce qui était mon cas, Mhm. et des gens qui ont fait 3 ans d'études, et d'ailleurs qui ont fait parfois une classe préparatoire aux grandes écoles, Oui. donc le fameux maths sup, maths spé, et qui ont également eu pour parcours un bac S. Moi, je venais d'un bac économique et social, Mhm. donc les maths, ça n'a jamais vraiment été mon truc, même si pour l'informatique, c'est plus de la logique que que des mathématiques pures. Mais quand on rentre dans du développement un petit peu avancé, qu'on veut commencer à faire des algorithmes de tri, Mhm. on veut faire aussi de la récursivité, des choses un peu hardcore comme ça, enfin en tout cas pour moi, bah, tout de suite on voit un petit peu nos limites, quoi. Et même si j'adore apprendre, ça c'est quand même une de mes forces, je sentais quand même assez vite, au bout de ces 2 ans chez AG2R Mondial, que il y avait un plafond de verre que j'allais avoir vraiment, vraiment du mal à franchir. En revanche, pour l'automatisation, bah, c'était tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, tant sur le plan technique, avec bah, tous les outils de test en fait, que sur le plan aussi méthodologique, quoi. Mhm. Donc voilà, j'ai eu un effet déclic en fait quand j'ai mis en place de A à Z ce petit framework d'automatisation qui faisait des appels API chaînés et qui passait tu sais, les bearers d'authentification d'un appel à un autre et que ça marchait super bien. Je me suis dit, c'est quand même un peu de la magie et c'est vraiment un truc qui me plaît encore plus que le dev, quoi. Voilà. Le développement, quand on fait pas du front en plus, je sais, je suis sûr que tu vois ce que je veux dire. Quand on est côté back, bah, on voit difficilement le fruit de notre travail. Oui. On fait pas forcément un site internet ou une application mobile quand on travaille dans l'informatique. Il y a plein de services où on n'a rien de visuel et donc c'est quand même on ne voit pas le résultat tout de suite, quoi. C'est un peu plus dur, je trouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est bien pour ça que, pour le coup, tout ce côté expérience client, qualité, en fait, voir le fruit de ton travail et là où tu as un impact, c'est quelque chose qui est ultra satisfaisant dans la qualité dans son ensemble. Donc, je Oui, comprends oui, tout tout à à fait. fait. Ok, Ça et puis alors. ouais, pardon. Et puis le fait d'avoir pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Ça et puis aussi le fait de communiquer. T'as beaucoup plus besoin de communiquer dans la qualité logicielle que dans le développement, je trouve. Il y a encore un peu des développeurs un peu à l'ancienne qui restent sur leur poste Dans la pendant roue, hein. toute une journée, qui vont être capables de développer non-stop ou presque, alors que dans la qualité, bah, on a des parties prenantes, on fait partie vraiment d'un des piliers du logiciel. Donc, Ouais. on n'est pas le fabricant, mais on est un peu le garant et on va aussi transmettre les informations à
tous les gens, à tout le monde qui nous entoure, aux utilisateurs, à notre product manager, à nos supérieurs, etc. Donc, il y a aussi une partie communication. Et moi, j'étais plutôt à l'aise dans cette partie-là du fait que j'avais été journaliste, quoi. Ouais, 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 je vois très très bien. Mais t'as pas, est-ce que t'as pas eu peur de te lancer dans une reconversion à 40 ans? Parce que c'est quelque chose qui j'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent, «Bah, écoute, moi j'ai fini mes études depuis longtemps, ça fait 10 ans que je travaille déjà, je vais passer, 35, 40, 45 ans, et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de me projeter dans une reconversion, complète». On sait très bien que à un moment dans notre évolution professionnelle, on va avoir envie de changer parce que c'est un schéma qui se répète chez énormément de monde, mais c'est vrai que quand on est devant le fait accompli, qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer ce qu'on faisait précédemment pour diverses raisons et qu'on a envie vers autre chose, ça fait peur parce que ça veut dire remettre en fait toute sa vie en jeu parce que pour peu qu'on ait des enfants, pour peu qu'on ait, bah, il y a des charges encore à assurer, etc. Ça fait peur de se lancer, quoi. Donc, comment est-ce que tu l'as Ouais. vécu? Alors, comment dire? La peur, tu l'as forcément, mais je pense que j'ai j'ai plutôt confiance. Je suis d'un naturel assez optimiste et j'ai plutôt confiance dans mes capacités pour être capable d'apprendre pas mal de trucs dans pas mal de choses, dans pas mal de domaines. J'ai toujours été curieux et vraiment, hein, moi, ce qui m'a caractérisé dans ma scolarité, c'est vraiment une espèce de soif d'apprendre. Donc sur cette partie-là, j'ai quand même des capacités pour pouvoir apprendre un nouveau métier. Après, effectivement, ça fait peur. Tu parles au plan matériel et tu marques un point parce que, évidemment, quand tu te reconvertis, euh, quand tu as atteint une certaine hauteur au niveau hiérarchique, quand j'étais par exemple journaliste, ou un certain train de vie, un certain niveau de gain quand je faisais du poker, bah, tu redescends au bas de l'échelle. Et effectivement, ça, c'est pas négligeable. Il y a des gens qui ont, comme tu disais, bah, des crédits sur le dos, une vie de famille avec un train de vie, avec des vacances à payer, chaque année au Club Med ou, enfin c'est un petit peu un exemple, juste pour rire, mais il y a des gens qui sont dans cette situation, je pense, ça peut arriver et du coup, c'est vraiment, remettre les compteurs à zéro parce on redémarre débutant. Mmh. On va arriver avec tous nos atouts de notre passé professionnel, donc de ce qu'on faisait avant. Toi, c'était, dans la restauration, la gestion du stress, par exemple, le côté coup de feu, où tout le monde est focus d'un coup, tous en même temps, enfin, tu vois? Et puis une rigueur extrême, dans le domaine, dans lequel tu étais. Ouais. Moi, j'avais, voilà, ces avantages-là aussi, au, donc, du journalisme avec, tu sais, on a une deadline, on veut faire la une, du lendemain, on a un article à rendre, on a jusqu'à, 10 heures du soir, pas une minute de plus, sinon c'est pas publié, quoi. Le matin, si on part en reportage télé, et que le rédac chef, veut le reportage à midi, bah, on a intérêt de faire l'aller-retour rapidement, de monter le sujet, de poser la voix, du commentaire, et cetera. Donc, on travaille un peu dans l'urgence, mais c'est, quand même un grand saut, de la reconversion, c'est un grand saut. Moi, j'étais pas dans cette situation, où j'avais énormément de charges, heu, de mon côté, d'un point de vue personnel. Donc c'était quand même beaucoup plus facile pour moi, heu et hem et je je j'ai pensé, que 40 ans, c'était le moment ou jamais, que c'était, à ce moment-là qu'il fallait le faire, que plus tard, ce serait peut-être trop tard. J'ai trouvé que c'était vraiment, un bon âge pour le faire. Bon, j'étais un des plus vieux, hein, j'étais pas, forcément le plus vieux, mais j'étais un des plus vieux, dans ma POE, et on avait quand même tous, cette peur, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va trouver un job, en fait? Parce que derrière, la reconversion, c'est pas le plus dur, hein, une fois qu'on est dans le processus, ben, on va aux cours, comme on va à l'école,
Tout simplement, on fait nos exercices parfois à domicile ou sur site quand on veut monter sur un sujet ou un autre. Mais c'est après que la bataille elle commence à se dérouler. Hein. C'est une fois qu'il faut trouver un job. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi à ce niveau-là. Euh, Comme je te disais, je pense qu'au niveau communication, je suis plutôt à l'aise. Et donc, quand j'arrive en entretien, j'ai pas la peur de l'autre, quoi. Parce que j'ai été amené à parler avec plein de gens d'horizons différents quand j'étais journaliste. Donc, je suis pas quelqu'un de timide, ça tu l'as constaté. Et du coup, je suis assez à l'aise en entretien. En revanche, bah, le côté technique, quand on part de zéro, quand on vient de se reconvertir, qu'est-ce que, comment on peut rivaliser avec un jeune étudiant d'école d'ingénieur, ben on peut pas. Mais il y a des sociétés comme la tienne et des sociétés comme celle dans laquelle j'ai commencé qui donnent cette chance à des profils un peu atypiques comme le nôtre et qui du coup savent que les bagages du passé bah, vont être des compétences dans l'avenir en fait. Et que toute cette expérience qu'on a eue, aussi le sérieux, parce qu'on a quand même eu des jobs bah, où on avait des responsabilités, on était, enfin, on montait au front quoi, on y allait et on tapait dedans quoi. Donc c'est c'est difficile, ça fait peur, ça c'est sûr. Moi c'est pas la peur de la reconversion qui m'a le plus fait peur, c'est vraiment la peur de jamais y arriver, quoi. Il y a eu un moment pendant la formation où on est passé d'une techno à une autre. Donc, on était sur du web, après on passe sur du mobile. Donc, on était sur du web dans un langage, on part sur du mobile dans un autre, tu sais. Mais j'avais le cerveau qui saignait, moi. J'étais là, mais j'étais pas prêt, en fait, tu sais, à m'imaginer que Bah, avant d'être dedans, enfin, tu t'imagines pas l'iceberg que c'est, ah bien ouais, sûr. c'est pas du tout, du tout. Et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver». Il y a eu vraiment des moments, tu vois? Là, j'ai eu peur. Je me suis dit: «Mais dans quoi je me suis embarqué?» Hmm. heu et heu et quand on est accompagné, comme je l'ai été, bah, dans une entreprise avec des tuteurs, tu sais, où, tu vas avoir un senior software engineer qui va te prendre un peu sous son aile et qui va t'expliquer un peu le b.a-ba, te donner des clés pour, aller plus vite, travailler mieux, te montrer comment ça fonctionne, bah, un peu le métier quoi. Hmm. Mais mais au-delà de la théorie, vraiment, la pratique, c'est là, c'est ça qui nous sauve et en fait, bah, au fur et à mesure, je me suis aperçu que, bah, j'y arrivais en fait, parce qu'on n'est pas plus bête qu'un autre et que, bah, ces PME, malgré la vitesse à laquelle on enchaîne les formations, la formation pardon, et les technos qu'on voit, bah, ils nous apprennent quand même, les bases et les bases sont Oui. solides quoi. Voilà. Donc la peur, je l'ai eu aussi, tu sais, un peu dans la partie un peu syndrome, de l'imposteur. Oui. Tu vois? Ce Qui nous truc quitte de jamais vraiment. Hmm. c'est ça. Là, ça fait un peu, ouais, le jeune diplômé, qui démarre son nouveau job, quoi. Même si c'est pas un diplôme qu'on a eu, bah, c'est quand même une formation accélérée. C'est- Heu, Oui. ouais, mais Certification, oui, oui, c'est ça. certifié à la fin, Mais 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 oui. mais Ouais. mais il y a des formateurs, hein, qui font ça depuis, très longtemps, qui disent que cette petite formation, POE, POEI, hein, c'est quand même l'équivalent, quasiment, c'est presque l'équivalent d'un BTS en termes d'éventail de compétences, apprises, quoi. Donc ouais, je confirme que c'est chaud, mais si on est un peu sérieux, si on est, assidu, et si on lâche rien, tout le monde peut le faire. Bah, faut le vouloir, quoi. Mais après, si tu te lances dans une reconversion ou un reskilling dans ce cas-là, tu sais aussi les enjeux qu'il y a derrière, peu importe où tu en es dans le stade de ta vie, tu le fais pour un objectif. Donc, Oui. on en avait parlé précédemment, mais c'est vrai que de temps en temps, tu as des touristes qui sont là comme ça, histoire de pour voir et qui prennent pas ça réellement au sérieux, mais c'est pas du tout la majorité, en Non, fait. non, Il y a non, tout plutôt à des fait. gens qui sont vraiment à fond, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ben les enjeux sont élevés, quoi. Hein. Donc, Mm, mm, mm. enfin, c'est pas de la rigolade. Derrière, c'est notre avenir qui joue, quoi. Donc, ouais, c'est pas une décision à prendre à la légère. euh, mais une fois qu'on est dans un dispositif de ce type, enfin, ça roule tout seul. Les entreprises, elles ont l'habitude d'onboarder des gens issus de reconversion. Ça se passe très bien, quoi. Ouais, je suis contente que tu le dises parce que euh, tout à l'heure, donc tu as parlé de ton entreprise, de mon entreprise, qui sont des entreprises qui font confiance aux personnes qui font des reconversions et qui ont l'habitude de travailler. Et en fait, ça, c'est une inquiétude que je comprends parce que je l'ai eue, mais c'est une inquiétude, encore une fois, qui revient très souvent dans les questions qui me sont envoyées sur mes réseaux sociaux. C'est est-ce que réellement, je vais pouvoir trouver une entreprise qui va m'attendre, où je vais me former pendant un certain temps, signer une promesse d'embauche, et puis je vais aller travailler alors que je faisais pas ça du tout avant. Et j'essaie de rassurer comme je peux, leur dire: «Mais si, vous inquiétez pas, ce sont des entreprises qui ont l'habitude de fonctionner comme ça». Mais en fait, quand tu n'es pas passé par là, tu as du mal à t'imaginer ça. Parce que, bah, Ouais. allez, dans peut-être 50 des entreprises, en fait, tu vas recruter quelqu'un parce qu'il aura déjà les compétences et que, bon, tu vas pouvoir, l'embaucher rapidement, alors que là, tu vas t'adresser à quelqu'un qui n'a jamais fait ça auparavant et c'est très difficile à imaginer Oui, oui, tout à fait. cette situation-là, quoi. Mais encore une fois, d'avoir des entreprises comme les nôtres qui font confiance, honnêtement, enfin, je trouve que c'est vraiment une chance. Et là-dessus, je pense que je le redirai jamais assez. Je suis tellement contente dans mon parcours professionnel d'être tombée sur une entreprise comme ça, sur des personnes, parce que ce sont des personnes derrière, Ouais, qui se sont dit, OK, on voit quelque chose en toi, on voit que il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité, il y a une capacité d'apprentissage, et OK, on parie là-dessus. ouais, tout à fait. Et puis C'est... pour ces entreprises, en plus, tu sais, bah, dans l'informatique, un peu plus que dans d'autres domaines, je trouve, hein, tu as Mm. quand même Oui. un gros turnover. Tu sais, c'est les profils un peu développeurs, tu sais, ou experts dans un outil d'automatisation. Bah, en fait, c'est des gens qui vont être, une fois qu'ils ont vraiment une solide expérience, c'est Mhm. des gens qui vont parfois être sollicités très régulièrement par des entreprises autres, en fait, tierces, qui veulent recruter une pépite de temps en temps. Et donc, ces entreprises, les entreprises du service numérique, ont besoin aussi de renouveler les salariés parce que à cause de ce pourcentage de turnover, bah, chaque année, tu as quand même, ça dépend des structures, hein, mais sur les très, très, très grosses ESN, ça peut se compter en milliers de personnes Oui. qui changent, qui partent chaque année et des milliers qui arrivent. Donc, effectivement, je pense que c'est intéressant pour eux. Et surtout, contrairement à quelqu'un qui a suivi ses études et qui est dans son premier job. Nous, c'est un choix qu'on a fait. On l'a pas forcément fait un peu par dépit, mais on y a vraiment mûrement réfléchi derrière, quoi, à ce projet de reconversion. Et ça, couplé au syndrome de l'imposteur, on a une motivation à prouver qu'on est capable. On a une motivation extraordinaire derrière, je trouve. Ouais, effectivement. Et puis bah, après, faut se nourrir de cette motivation-là pour continuer à avancer, et puis bah, mettre en place une discipline qui fait que, parce que quand la motivation se tarit, faut quand même continuer à avancer, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, si je reviens un tout petit peu en arrière sur la partie poker, Oui. quelles sont les leçons, selon toi, que tu as tirées du coup, même journalisme, on peut également le mettre là-dedans, mais tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, quelles sont les leçons que tu as tirées de ces expériences-là, qui te servent aujourd'hui dans ton travail? Alors, pour la partie journalistique, bah, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, le podcast, bah, Ouais. le fait d'être, tu sais, dans l'exercice un peu éditorial, l'exercice que tu es en train de mener tout de suite, de l'interview, Mm. bah, ça, c'est pas quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes, on va dire. J'imagine. Et fait et refait et refait. Et effectivement, c'est un exercice que j'aimais beaucoup. Donc, parce qu'on va vraiment
faire une rencontre avec une personne. On va vraiment creuser des sujets ensemble. Et voilà. Et je trouve que c'est les podcasts. Moi, c'est une révélation en termes Incroyable. d'apprentissage. On en a déjà longuement parlé ensemble. Et alors sur cette partie communication, on va dire que vraiment c'est le journalisme. Mais pour la Ok. partie poker, ça m'a aussi appris plein de choses. Et c'est marrant, Thébouli, qu'on parle de ce sujet parce que on fait pas forcément le lien. Tu sais, parfois on se pose pas 5 minutes pour se dire. Mais alors, bon, les compétences du journalisme, ça, je sais assez lesquelles sont utilisées dans la qualité logicielle. Mais qu'en est-il du poker? Eh ben, il y en a plus qu'on croit en fait. Du coup, j'ai fait une petite liste. C'est vrai? Ouais, 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 ouais. En fait, j'ai fait ça avec un logiciel. Tu sais, une fois que tu commences à te professionnaliser au poker, tu utilises ce qu'on appelle un tracker. Et Mhm. ça, c'est de l'analyse de données. Tu sais, Ok. on va analyser les données de nos adversaires et on va pouvoir déterminer un profil, en fait. C'est un peu comme un persona. Mais surtout, l'analyse de données, c'est ce qu'on fait, nous, dans la qualité. On analyse des données un peu au quotidien, presque. Tu sais, on a des KPI, on a un taux de couverture, on a une criticité, on a des prios, etc. Enfin, donc, on travaille vraiment avec beaucoup de données. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Euh, on- le métier du joueur de poker, c'est la gestion du risque, en fait. Et ça, la gestion du risque, je t'apprends pas que dans la qualité logicielle, c'est notre cible numéro un quand on est dans la qualité logicielle, c'est couvrir des risques. C'est, on va parfois utiliser la loi de Pareto pour enrober tout ça en disant que voilà, 20% d'une partie logicielle va couvrir 80% des risques. Mais c'est exactement comme ça qu'on va travailler nous quand on est dans la qualité logicielle. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris à connaître avec le poker et sur lequel je suis plutôt à l'aise. Moi, le risque, ça me fait pas peur parce que c'était mon quotidien. Euh, je, pour te donner une idée, moi, je jouais 15 tables en même temps, en fait, hein. Donc, euh, Tiens, stable en oui, même temps. je prenais une décision, à peu près une décision par seconde, en fait. Non mais attends, pause, parce que faut qu'on se rende compte. C'est important. Faut qu'on se Oui, rende compte. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui n'ont jamais joué au poker. Il y a peut-être des personnes qui jouent au poker. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est un jeu. oui, D'accord? On a une table avec plusieurs personnes autour et on va faire les décisions en fonction des coups de chacun. oui. 15 tables en même temps, c'est-à-dire que cette situation-là, tu vas la reproduire. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu retiennes ce qui se passe à chaque table et l'historique de chaque table. Oui, c'est ça. En C'est fait, énorme. ouais. Alors, j'y suis pas arrivé comme ça, hein. Tu sais, au départ, tu commences par une table. Et une table, même si c'est du poker en ligne, je peux t'assurer qu'une table, c'est un peu long, quoi. C'est Hmm. comme au casino, tu vois. Bon, t'as le temps t'attends que tout le monde joue avant de pouvoir jouer. Et parfois, t'as couché ta main, t'es même pas dans le coup, t'attends le coup suivant pour pouvoir jouer. Hmm. Donc au début, tu commences à deux tables. Et c'est un peu ainsi de suite. Ensuite, t'en mets 4. Tu doubles pas forcément à chaque fois, hein, mais tu rajoutes 5, 6, 7, 8. Et en fait, moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais un logiciel qui me permettait de traquer le comportement de mes adversaires. Donc à chaque table, Ouais. j'avais des petites données, encore les données, d'afficher au-dessus de mon adversaire. J'avais tout un tas de données. Son agressivité, est-ce que c'est un bon joueur, est-ce que c'est un mauvais joueur? En gros, je schématise, quoi. Pourcentage de relance, tu sais, pourcentage de relance pré-flop dans telle Mhm. position. Enfin, vraiment, ça prenait tout en compte. Et derrière, c'était, pour la petite histoire, techniquement, c'est du Postgres SQL, le Ok. logiciel. Et, euh, et donc, ce logiciel, il va me permettre d'avoir des décisions plus simples malgré les 15 tables. Tu vois ce que je veux dire? En un coup d'œil, je sais exactement à qui j'ai affaire. Et donc, je vais pouvoir prendre une décision adaptée, euh, même si tu as l'impression que ça va très vite. On a parfois juste besoin de coucher notre jeu. Tu sais,
Mais on doit cliquer quand même sur sur ces 15 tables les unes à la suite des autres, quoi. D'accord. Et voilà, en fait, elles sont l'une derrière l'autre. Et au fur et à mesure, celle qui est en jeu, pop, passe au premier plan. Et donc, tu prends ta décision. Et ensuite, c'est celle d'après qui se met à la place, etc. Donc, ouais, c'était 15 tables. Euh, et, euh, et j'étais pas le seul, hein, tu sais, à jouer 15 tables, hein. On avait, on jouait aussi avec des joueurs réguliers qui étaient dans ma situation, quoi. Voilà. Mais en ligne, c'est vraiment un peu comme ça que, tu sais, tu te professionnalises. Voilà. Très bien. Alors donc attends, si je résume, hein, si j'ai bien compris, en gros, le logiciel en question, il faisait une analyse en direct. Oui. Dès qu'il y avait quelque chose qui se passait sur la table, il récupérait les informations vis-à-vis de ça. Oui. Il analysait derrière en disant, OK, compte tenu de ce qu'on a déjà fait précédemment, compte tenu du coup qui vient d'être joué par telle personne, cette personne-là a ce profil-là, Oui. donc je te recommande de faire ça. Et du Alors coup, non, tu le fais. ça n'allait pas jusque-là. Ça, D'accord. ça te donne simplement les statistiques. Et Ouais. toi, du coup, t'en déduis le profil. Est-ce que c'est un joueur agressif? Est-ce que c'est un joueur passif? Est-ce que c'est un lose agressif? Est-ce que c'est un passif agressif? Non, lose agressif, je l'ai dit. Un tight agressif, donc quelqu'un de serré, mais agressif. Une Mhm. fois qu'il a une main, Mhm. il va être agressif. Tu vois, tu as plein de profils de jeu. D'accord. Ok. Et tu as les poissons, ce qu'on appelle les fiches, ou encore mieux, les baleines. Ça, c'est les mauvais joueurs. Et nous, D'accord. notre métier, c'est de détecter les mauvais joueurs et de jouer un maximum contre eux. Tu vois, parce qu'en fait, Ok. les joueurs réguliers, on se prend de l'argent, mais on se rend l'argent parce qu'on est toujours aux tables tous les jours, à peu près aux mêmes horaires, tu vois. C'est toujours les mêmes personnes autour de la table. Sauf que de temps en temps, on a des joueurs récréatifs, comme on dit, qui arrivent aux tables, et ceux-là, c'est contre eux qu'on veut jouer, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Il y a des choses que je comprends un petit peu mieux maintenant. Mais on en parlera après le podcast. Yes. Donc alors, vis-à-vis de la qualité logicielle, donc on a parlé alors la communication par rapport à la partie journalistique, on a parlé de gestion des risques et effectivement c'est la première chose en fait à laquelle j'avais pensé. Ouais. Euh, Patience, j'imagine. Alors oui, Adaptation. ouais, ouais, tout à fait. Tu as, alors, il y a la patience, ouais, évidemment, parce que si tu joues trop vite, en fait, comme c'est en ligne, tu sais, des fois, tu as une super main, enfin, je sais pas, pour imaginer, tu as un full ou tu as un carré, bah, très souvent, tu vas gagner. Et du coup, faut pas jouer trop vite, en fait, parce que ça donne des informations Oui. à ton adversaire. Ton adversaire, il te connaît, lui aussi, il a des trackers, et il sait à peu près comment tu joues. Le joueur récréatif, celui dont je t'ai parlé, qui est un peu notre cible, lui, il a pas de tracker, il est là pour s'amuser, en fait. Oui. Tu vois? Tandis que le joueur qui est sérieux, lui, il a le même matériel que moi, en fait. Donc, il va savoir à peu près comment je joue. Il a l'habitude de me jouer. Et si je joue un peu trop vite, bah, il va commencer à se dire, tiens, c'est bizarre, il fait pas comme d'habitude. Il y a peut-être un truc, quoi. Et ça, c'est des tels. Tu sais, les tels, c'est deviner un peu ce que ton adversaire il a. On connaît les tels en live, donc quand tu es en physique avec des joueurs autour d'une table, mais online, bah, c'est un peu plus compliqué, c'est d'autres tels, Bah oui. et On voit souvent, le visage des personnes. c'est ça. On voit pas les visages, souvent ça va être des tels de timing, tu sais, de Ok. combien de temps il met pour cliquer, en fait. Et on a communément admis dans le poker en ligne que, en général, plus vite un joueur clique, moins il est bon, en fait. Parce que tu as l'impression que le gars, il n'a pas du tout pris le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Euh, donc effectivement, faut prendre le temps de réfléchir à chaque décision, parce que bah, une mauvaise décision, enfin, la sanction, elle est automatique, quoi. C'est on perd le coup, ou on perd l'adversaire parfois parce qu'il a soupçonné que on a une très forte main, des choses comme ça. Donc faut prendre le temps de jouer un peu toujours au même rythme, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vraiment un côté discipline et routine de travail, tu sais. Tu as vraiment un volume de main quasi quotidien à atteindre pour vraiment
progresser et tirer des gains réguliers, quoi. C'est pas, tu sais, c'est pas un jour dans la semaine, je vais jouer et ça suffit, quoi. C'est plutôt du 5, parfois du 6 jours sur 7. On a donc une discipline aussi, tu sais, hors des tables. Et ça, c'est un côté que les gens ignorent, en fait, la plupart du temps, ceux qui sont pas dans le poker en ligne. C'est, par exemple, on va analyser notre propre jeu. On va analyser, tu sais, on va faire des revues de sessions. Donc on va prendre les mains qui nous semblent les plus pertinentes à travailler pour voir si on a pris les bonnes décisions, pourquoi on n'a pas pris la bonne décision et comment ça peut nous aider à améliorer notre jeu. On va aussi analyser des adversaires, par exemple des joueurs réguliers. C'est intéressant d'avoir, tu sais, ce qu'on appelle un edge sur eux. Donc on va aussi travailler sur l'analyse de leur comportement. Dans quel moment ils font des choses un peu aberrantes. Et tout ça, ça nous est donné grâce au logiciel Tracker dont je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que, pour te donner une idée, hein, il y a eu un moment, il avait en stock 1 million de mains que j'ai jouées, tu vois. Donc, Ça fait beaucoup là quand même. ouais, ouais, mais et c'est fait exprès en fait. Hein, tu vois, j'avais un ordinateur avec un disque dur à accès rapide, un SSD, tu sais. Et ça me permettait du coup que le logiciel en question fonctionne le mieux possible, tu vois. T'as pas besoin d'avoir une machine de guerre en termes d'informatique pour jouer au poker. En revanche, il faut de la RAM par rapport à ce fameux logiciel. Donc, Heu, du coup, ça, le parallèle, par rapport à la discipline, c'est quand même, nous, on a besoin aussi, d'être disciplinés dans notre métier de la qualité logicielle aujourd'hui, quoi, hein. Mmh. Enfin, on a assez peu le droit à l'erreur, parce qu'une erreur, pour un site e-commerce ou une app en ligne, c'est du business qui peut s'envoler, c'est des bugs de prod, et donc ça peut prendre des proportions assez importantes, quoi. On a également, et ça c'est énorme, c'est un énorme parallèle, l'apprentissage continu. Tu sais, l'apprentissage continu, au poker, en fait, j'ai envie de te dire, on apprend tous les jours. À mon époque, on a vu l'apparition d'un nouveau système de logiciels pour aider les joueurs de poker professionnels, vraiment ceux qui avaient un niveau encore plus élevé que le mien. Donc on appelle ça les solvers. Et ces logiciels, c'était des logiciels qui étaient capables, pendant toute une nuit, de travailler tout le panel de décisions possibles d'une main, en fait. Donc, c'est basé sur la Game Theory Optimale, la GTO. C'est un peu, c'est entre l'économie et les mathématiques, si on veut, avec des calculs de V, comme je te disais tout à l'heure, des calculs d'équité pour avoir à la fin, une fois qu'il a résolu la main, on sait exactement comment la jouer de manière parfaite. Mais comme en face de nous, on a des gens, et c'est pas des gens parfaits, on va pouvoir adapter des petites choses pour gagner plus souvent. Enfin, tu vois, en gros, ça nous permet aussi d'apprendre. Moi, je travaillais mon jeu avec mon camarade dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui m'avait conseillé la formation sur le mental. Donc, j'avais vraiment un partenaire avec qui je faisais des sessions hebdomadaires de travail. Et on ne jouait pas du tout pendant ces sessions. Tu vois, c'était vraiment, on analysait nos mains. euh, et il était très dur hein, parce qu'il était meilleur que moi. Et il y a les caches en disant là, t'as fait n'importe quoi, faut pas du tout faire ça, des choses comme ça. Et donc, moi, j'apprenais énormément à son contact. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et en parallèle aussi, le côté apprentissage continu, c'est comme je te disais, j'ai pris à plusieurs reprises des coachs pour quand je sentais que je voulais franchir une nouvelle limite, parce que les limites, c'est les niveaux euh, c'est le montant que tu peux mettre à une table, si tu veux. Ça commence à 2 euros.
mais ça va jusqu'à 1000, tu vois. Et au fur et à mesure, le niveau, il est de plus en plus dur. Que quand tu montes de limite, les joueurs sont de plus en plus forts, en fait. Et c'est normal, tu vois. Euh, et donc, tu as cette partie-là. Aussi, tu as, tu sais, la revue, la revue de main. Moi, ça me fait penser un peu à la revue d'un sprint. Tu sais, la culture du feedback dans une société qui travaille en agilité, bah, c'est quelque chose que moi je connaissais déjà grâce au poker, quoi. Donc là-dessus, j'ai pas eu de problème d'adaptation, tu vois, au contraire. Euh, on a aussi, tu sais, ça peut être vraiment encore plus utile, je pense, chez un pen tester. C'est la pensée, c'est penser comme un adversaire, en fait. C'est se mettre à la place d'un hacker, par exemple. Mmh, Tu sais. mmh. Donc ça, pour quelqu'un qui a fait du poker et qui est aujourd'hui pen tester, ça doit être assez simple, tu sais, parce que on essaye vraiment de se mettre à la place de notre adversaire. C'est vraiment un jeu où il y a une grosse concurrence. Tu sais, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? L'économie de ressources aussi. Tu sais, en fait, savoir quand est-ce qu'on doit automatiser, quand est-ce qu'on reste en manuel, quand est-ce qu'on on se dit bon, c'est un cas de test qui est trop marginal pour être automatisé, ça sert à rien. Ça se produit une fois sur 10 000 par exemple. Mmh mh. Ça c'est aussi un peu, tu sais, les décisions que je prenais quand j'étais à la table sur qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je paye, est-ce que je relance. Tu sais, ça c'est toutes ces petites décisions que je prenais au poker, ça me enfin, c'est quand même, ça a facilité ma prise de décision future dans la qualité, je pense, tu vois. OK, tu fais aujourd'hui, très naturellement, sachant que c'est une compétence que tu as construite, Oui, 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 à l'époque. c'est ça. Tu sais, c'est, ouais, et ça prend pas de temps, en fait. Le fait d'avoir joué, tu sais, autant, avec autant de tables. Tu sais, la décision, tu as besoin d'apprendre très rapidement, un peu comme un joueur d'échecs, tu sais, qui va jouer face à plusieurs adversaires. Mmh mh. C'est où il se chronomètre pour prendre la décision la plus rapide, là, tu sais. Et donc il y a ça. Et une chose vraiment essentielle, c'est presque le meilleur pour la fin, au niveau des compétences, tu as, comment dire, la résilience, en fait. Je te parlais de la variance tout à l'heure, où tu as vraiment bah, les montagnes russes émotionnelles de gestion des émotions, où il faut que tu restes vraiment le plus zen possible. Bah, ça va être bah, qu'est-ce qui se passe quand on a des bugs? Tu vois, est-ce que moi je vais pas surréagir, je vais pas dramatiser, je vais quand même essayer d'être d'humeur égale. Ça va pas me pourrir ma journée parce qu'on a eu un bug en prod. Bah, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Dans la qualité logicielle, les bugs, c'est inévitable. Une fois qu'on le sait, enfin, moi, par rapport à ce que je peux faire, je mets euh, toutes les garanties possibles. Je mets les tests automatisés, je fais les tests manuels, je fais la non-régression. Il y a aussi le passage d'une US, tu sais, dans ma colonne où je vais faire un test d'une US qui a été faite par les développeurs. Mais, mais parfois, c'est l'environnement, tu sais, qui tombe. Ça peut être un système cloud qui est down, et du coup, bah, l'application, elle tombe en échec, quoi. Et il y a des choses, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas assez dans le logiciel, et ça, du coup, moi, c'est assez naturel pour moi grâce à cette résilience que j'avais à l'époque face au swing un peu dur que j'ai pu connaître. Voilà. D'accord, OK. Donc si je reprends, on a, la partie stratégique, Oui, où tu penses à une stratégie de test, tu penses, en tant que joueur à la stratégie que tu vas appliquer en oui, fonction des données que tu as autour de toi, en oui, fonction des entrants que tu as c'est ça. et dans l'autre cas, en fonction des spécifications que tu as et puis en fonction de l'environnement dans lequel tu évolues. Ouais, ouais, tout à fait. Tu as la partie, patience où il faut pas précipiter les décisions justement, qui doit aller avec ta stratégie. Tu as la partie forcément adaptation, gestion des risques, on l'a déjà dit, résilience Oui,
très importante. C'est pas mal. Ouais, c'est C'est pas pas mal. mal effectivement de points communs entre les deux secteurs et un peu comme toi, tu vois, quand je t'ai proposé de faire l'épisode. Sur le moment, je me suis dit non mais il faut absolument qu'on parle de cette histoire de poker parce que moi j'ai envie de comprendre, tu vois. Et le parallèle avec la qualité, tu vois, j'ai commencé à y penser en me disant mais en fait, de ce que je vois moi d'un point de vue extérieur, au premier abord, on peut avoir l'impression que ça n'a absolument rien à voir. Oui. Et puis je me suis dit mais attends, hôtellerie-restauration qualité, ça n'a absolument rien à voir et pourtant. Oui, Tu vois? Et c'est comme ça qu'en fait, en tirant le truc, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est sûr qu'il y a énormément de points communs et il y a quelque chose» et puis après bon, j'ai fait mes petites recherches mais voilà, je voulais l'entendre de toi qui l'a vécu personnellement. c'est vraiment un sujet intéressant et je te disais, on se pose pas forcément, tu sais, la question, spontanément et du coup, Oui. tu m'as permis d'y réfléchir et hem et je te remercie pour ça parce que, bah, ça m'aide aussi à me comprendre un peu plus, tu sais, et à aussi, comprendre pourquoi ça match autant, dans mon métier, aujourd'hui, quoi. Bah, avec plaisir. Et tu as tu sais, une autre composante, tu sais, on parlait d'adversité tout à l'heure, de concurrence un peu. Hem, tu as vraiment une compétition, aux tables. Tu sais, Oui, c'est oui. vraiment, c'est vraiment comme un sport, tu vois? Alors c'est un sport, Mais c'est catégorisé comme étant un sport, non? non, mais pas enfin, ouais, tu sais, c'est comme un joueur d'échecs. C'est vraiment, c'est avec ça qu'on peut faire le parallèle effectivement. Mais c'est aussi, tu sais, vouloir être le meilleur, tu vois? Donc enfin moi j'aime bien, tu sais, vraiment, quand j'arrive dans une nouvelle mission et c'est un peu ce qui s'est passé, chez mon client, quand je suis arrivé, j'ai voulu faire une différence, très, très rapidement. Tu sais, j'étais mais vraiment, j'ai remonté, les pourcentages d'automatisation, très, 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 très rapidement, tu vois? Mmh. Et ça, moi, il y avait des moments quand j'étais aux tables, j'avais qu'une envie, c'était d'écraser tous mes adversaires, quoi. Ça peut paraître brutal comme ça, mais je voulais être le meilleur, quoi, tu sais? Après c'est le jeu. Le jeu Oui, est oui, fait comme ça et il est fait pour. c'est ça. Et cette partie-là, tu sais, m'a pas trop quitté. J'ai un peu l'esprit de concurrence, tu sais, même dans mon métier et je vais vraiment, tu sais, mettre le paquet, apprendre s'il faut, pour rattraper un retard éventuel que je peux avoir. Ce côté-là, c'est aussi, je pense qu'il y a un lien avec, ce que je faisais dans le poker, hein. OK, Ouais. d'accord. Bon, j'espère quand même que cet esprit de compétitivité, de compétition, il s'élargit à l'ensemble de ton équipe et Ah bah, pas de toute façon, non, non, un petit peu à alors toi. oui, oui, tout à fait. Mais c'est un peu, c'est plus une lutte contre soi-même, tu sais, par exemple, tu as un collègue, qui est, tu vois tout de suite enfin, qu'il est plus senior, et en fait, moi, je vais avoir, envie de le rattraper, voire de le dépasser. OK. Mais c'est pas forcément un membre de mon équipe, hein, je te rassure, c'est pas la guerre, hein. On s'entend très bien et surtout on est complémentaires. On n'est pas du tout, moi je peux pas concurrencer, au niveau développement avec, mes collègues, Mmh. et sur la partie qualité, il y a plein de choses que j'ai appris grâce à l'ISTQB par exemple, qu'ils connaissent peu ou pas trop, quoi. Mmh, 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 mmh. OK. Donc c'est un bon moyen de toi te pousser toi-même C'est ça, à ouais. progresser, quoi. Ouais. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.